Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la séduction. On appelle allumeuses ces femmes accusées d'aguicher les hommes, mais le sont-elles vraiment? On va en parler dans un instant avec notre invitée, Christine Wangen. Et puis s'il y a des femmes qui séduisent des hommes, eh bien l'inverse existe également. C'est le cas notamment dans les bars à hommes de compagnie au Japon, un business où les excès sont légion. La littérature, la mythologie, la religion les présentent comme des tentatrices perfides, manipulant habilement des hommes crédules. Elles, ce sont les allumeuses, des femmes auxquelles la journaliste, écrivaine, philosophe Christine Wangen consacre cet ouvrage, Allumeuse, genèse d'un mythe. Merci Christine Wangen d'être avec nous. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Actuel. Allumeuse, c'est un terme qui remonte au 19e siècle. Ça désigne les prostituées qui sortaient au moment où on allumait les réverbères en fin de journée. C'est donc une histoire ancienne. Pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je dirais qu'une allumeuse, c'est un terme qu'on utilise pour désigner une femme à qui on n'a pas besoin de demander son consentement. Hein. Rien que dans son attitude, quelque chose indiquerait qu'elle a déjà dit oui à une relation sexuelle. Et moi, ça m'intéresse à une époque où maintenant, on a bien compris que le consentement, c'est quand même indispensable, c'est évident. C'est le slogan que MeToo nous a légué pour dire qu'il ne peut pas y avoir de relation sexuelle digne de ce nom sans ça. Or, on a du mal quand même à bien comprendre pourquoi on est arrivé qu'en 2017 avec cette notion de consentement. Et pourquoi c'est pas toujours facile pour les gens de dire mais le consentement c'est toujours révocable, on peut toujours dire finalement non. Parce qu'on a toujours cette idée derrière la tête qu'au fond, les femmes, elles auraient peut-être une nature profonde d'allumeuse. Et c'est ça que je voudrais vraiment déconstruire, c'est le but de mon livre, c'est de déconstruire cette notion-là d'allumeuse qui est très profondément ancrée. C'est très profondément ancré. D'ailleurs, vous remontez jusqu'à la Genèse dans la Bible avec la création du premier homme, de la première femme. Et la première tentatrice, la première allumeuse, pour vous, c'est Ève. Racontez-nous. Oui, alors c'est dans la Genèse, en Genèse 3. On nous raconte quoi? On nous raconte que Ève est tentée par le serpent, qu'elle mord dans la pomme, et qu'ensuite elle offre la pomme à Adam, qui lui aussi mord dans la pomme. Et ensuite, Dieu leur dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et Adam répond le premier, il dit, c'est pas moi, c'est elle, c'est elle. Alors que si on regarde les faits, l'un comme l'autre, ils ont croqué dès qu'on leur a présenté. Mais donc, c'est une façon de se défausser de son désir sur elle. Et elle n'a pas le temps de répondre que déjà, elle a pris sur elle tout le péché. Et c'est comme ça que, finalement, l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas l'histoire de la première tentatrice, c'est l'histoire du premier lâche. Très intéressant. Alors, vous évoquez un certain nombre de mythes, vous revenez sur des histoires qui construisent finalement notre culture, notre société d'aujourd'hui. Vous parlez des sirènes d'Ulysse, vous parlez de Cassandre. Cassandre qui est donc cette devineresse de la mythologie grecque qui a pour malédiction de ne jamais être crue quand elle annonce les événements qui vont se passer. C'est pas cette partie-là de son histoire qui vous a intéressé, c'est ce qui se passe avant avec Apollon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez ou les téléspectateurs, téléspectatrices, Cassandre. Quand on dit une Cassandre, c'est une femme qui annonce et prédit des choses terribles, catastrophiques, et tellement terribles qu'on ne peut pas la croire. Bon, ça vient de cette princesse de Troie, de la ville de Troie, qui voyait que sa ville allait être prise et détruite par les Grecs, qui voyait le cheval de Troie arriver et qui disait ne le laissez pas entrer, ne le laissez pas entrer. Il contient des soldats, il va causer notre ruine. Personne ne la croyait. Et en fait, il y a une histoire avant. C'est-à-dire que personne ne la croyait. Pourquoi? Parce que très jeune fille, presque petite fille, elle avait plu au dieu Apollon et qui lui a donné le don de voyance. Et elle a accepté. Et après qu'elle a accepté, il lui a dit maintenant, tu dois coucher avec moi. Et elle a dit mais non, il n'en est pas question. Elle a résisté. Elle a éviter le viol. Et ça l'a rendu furieux, le dieu, qui lui a craché à la bouche. Et ça, c'est une malédiction qui fait que toutes ces paroles où elle devine tout ce qui va arriver, eh bien, elles ne sont plus crues à cause, magiquement, on est dans un mythe, de ce crachat. Et ça, c'est un mythe qui nous raconte quoi?
Il nous raconte comment, quand on est agressé sexuellement, parce que ce crachat, c'est à l'image d'une émission de sperme, hein, lorsqu'on est agressé sexuellement et qu'on essaie de parler, eh bien, c'est comme si notre bouche, elle ne produisait plus que du vent. Elle n'est plus crue. Vous parliez tout à l'heure d'Adam comme du premier lâche. Ces histoires, ces mythes racontent quand même l'histoire d'hommes qui se dédouanent de toute responsabilité. Et dans la vie, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui. Quand on voit les histoires de Lolita de Nabokov, qui est beaucoup plus près de nous, c'est raconté du point de vue d'Humbert Humbert, qui est donc l'agresseur de sa belle-fille, et qui a longtemps été perçu, ce roman, comme celui d'une jeune femme aguicheuse. Or, ce n'est pas du tout ce qu'avait voulu raconter Nabokov. Non, Nabokov, c'est un auteur qui a voulu raconter à quel point un agresseur, y compris dans la situation la pire, c'est-à-dire un adulte très mûr, avec une très très jeune fille, 12 ans, peut se raconter et réussir à raconter avec une jolie plume une histoire qui fait comme si c'était de l'amour. Et en fait, il n'arrête pas, Nabokov, dans le livre, de nous rappeler que c'est insupportable, que c'est un viol répété tous les soirs sur une jeune fille de 12 ans. Et donc, l'horreur. Et ce qui est très, très horrible et qui a constitué pour Nabokov une tragédie, effectivement, c'est que son lectorat, un petit peu embarqué par ses éditeurs dans certains pays, et aussi la représentation qui a été faite au cinéma par Stanley Kubrick, a représenté Lolita comme une fille plus âgée que 12 ans, alors que dans le livre c'est très clair, c'est 12 ans, et comme vraiment une fille qui veut séduire, qui montre ses charmes à dessein, etc., pour mieux dédouaner et effacer la figure de l'homme prédateur avec sa culpabilité, très claire, oui. Donc c'est une manière, vous l'avez bien dit, de dédouaner la responsabilité masculine. Ce que vous montrez finalement avec ce livre, c'est qu'il y a une sorte de malédiction à plaire aux hommes. Oui, en fait, c'est vraiment un renversement. C'est-à-dire, plus c'est gros, j'ai envie de vous dire, mieux ça passe. C'est-à-dire qu'il y a une structure qu'on peut appeler le patriarcat, c'est-à-dire la domination globale, hein, pas systématique, pas de chaque femme par chaque homme, mais il y a l'idée que quand même les hommes dominent les femmes. La puissance et le pouvoir est dans ce sens-là. Et donc, pour mieux s'en cacher, pour mieux renverser les choses, eh bien, on va accuser les dominées, les femmes, d'être des manipulatrices, dominatrices. Et ça passe. C'est-à-dire que ça fait toute domination, elle fonctionne comme ça, en accusant le dominé d'être le méchant, d'être le dominateur. C'est comme ça que ça perdure. Voilà. Et vous mentionnez d'ailleurs ce système de deux monnaies qui coexisteraient dans notre monde, une pour les femmes et une autre pour les hommes. Ah oui, c'est un petit peu une image que j'ai choisi d'utiliser. Moi, je regarde par exemple les festivals de cinéma. Comment sont habillées les femmes et comment sont habillés les hommes. Alors, en règle générale, les hommes, ils sont tous habillés pareil, en noir et blanc, en queue de pie, en smoking, pardon. Et les femmes, elles ont des tenues toutes plus extravagantes, plus extraordinaires les unes que les autres. Et alors, on se dit, mais alors, c'est quand même énorme. C'est-à-dire, qui vraiment manipule l'argent, le pouvoir, etc., à de rares exceptions près, c'est les hommes. Et ils ne sont pas dans l'image, dans le plaire. Hein. Leur monnaie à eux, elle est sonnante et trébuchante. C'est l'argent. Alors que les femmes, leur monnaie à elles, c'est leur charme. Il faut qu'elles soient choisies. Ça leur apporte quelque chose, ce charme? De positif, j'entends? Je pense qu'elles se font vraiment avoir dans cette histoire-là. Et je pense au cinéma parce que c'est très visible. Mais c'est une position de soumission et de subir les choses. Et en fait, c'est un piège. C'est-à-dire qu'on est dans une injonction, une double injonction. On doit plaire parce que les moyens de production, ils sont quand même davantage du côté des hommes. Donc, pour y accéder, il faut bien faire quelque chose. Donc, on est dans une culture où, depuis toute petite, on nous dit il faut être mignonne, il faut être jolie, etc. Bon, donc il faut plaire. Mais si on plaît un petit peu trop, très rapidement, on va nous dire tu as été provocante. Et à partir du moment où on est susceptible d'être provocante, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus se plaindre, et ça justifie toute mainmise, toute agression sur soi et sur son corps. Merci beaucoup Christine Van-Ghen d'être venue nous parler de ce sujet et de votre livre Allumeuse, genèse d'un mythe aux éditions du Seuil.
Et justement, on va s'intéresser aux allumeuses, au masculin, les allumeurs. Se faire compter fleurette par un très bel homme, c'est un service pour lequel certaines femmes sont prêtes à payer. Au Japon, des bars à hommes de compagnie ont pignon sur rue, mais entre services professionnels et liaisons sentimentales, la frontière est parfois floue. Certaines clientes tombent amoureuses et s'endettent lourdement pour ces charmeurs, quitte à se prostituer. Reportage de notre équipe à Tokyo. Dans les rues de Kabukicho, quartier des plaisirs nocturnes de Tokyo, Yu se souvient des moments difficiles qu'elle a passés ici pendant plus d'1 an. Ça me rend nostalgique de venir ici. Je commence à avoir un peu envie de le revoir. Cette japonaise de 44 ans était une habituée des bars à hommes de compagnie. Établissement où les femmes payent pour passer du temps avec un séducteur professionnel. Mais comme beaucoup de japonaises, Yu est tombée sous le charme d'un de ces Don Juan des temps modernes. On s'écrit des messages tous les jours. Il avait les clés de mon appartement, donc il venait très souvent. Nous faisions beaucoup de sorties en dehors du bar ensemble. Nous sommes même allés à Disneyland. Ces bars légaux existent partout au Japon. Et ici, ce sont les femmes qui payent. Bouteilles de vin, cocktails, coupes de champagne. Plus les clientes dépensent, plus le chiffre d'affaires des hommes gonfle. À la fin du mois, le bar fait un classement des séducteurs qui ont récolté le plus d'argent. Au total, Yu a dépensé 180 000 € pour cet homme. J'avais des milliers de yens, mais j'ai tout dépensé. Il m'a demandé d'aller travailler à l'étranger et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, Yu ne se prostitue plus, mais continue encore de régler ses dettes. Officiellement, les bars affirment que les employés n'ont pas de relations sexuelles avec leurs clientes, mais difficile de savoir ce qu'il en est en dehors de l'établissement. Selon une association, 6 000 hôtes travailleraient dans les clubs de Kabukicho. Sur 600 mètres, pas moins de 300 établissements et des dizaines de milliers de femmes dans l'engrenage de ces bars à hommes de compagnie. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Pour voir de beaux garçons. De beaux garçons comme moi. Oui, comme lui. On rencontre des filles qui ne sont pas heureuses dans leur vie quotidienne, ou des filles blessées après une histoire d'amour. Ici, elles peuvent respirer. Mais certaines clientes finissent par tomber amoureuses et s'endetter. Il faut dire que le processus de séduction est minutieusement étudié. Les hôtes, ces hommes aux mèches sur le côté, au visage anguleux et efféminé, s'intéressent aux femmes, les complimentent, prennent leur numéro de téléphone et passent du temps avec elles. Bonjour. Bien travaillé. Bienvenue. Merci. Dans ce bar, ce chef d'équipe à l'allure d'ange donne ses dernières instructions aux hommes de compagnie avant le début de la soirée. Même si on est beau, même si on est intéressant, si les femmes ne nous font pas confiance ou que nous n'avons pas une belle personnalité, elles ne nous choisiront pas. Depuis janvier, ces bars créés dans les années 60 sont dans la tourmente. Les autorités veillent à ce qu'aucune mineure ne soit incitée à acheter et consommer de l'alcool, car parmi les victimes, certaines ont moins de 18 ans. La dernière en date est une jeune fille de 15 ans. Elle aurait déboursé 35 000 € en 4 mois. Le quartier va être un peu purifié et il ne restera que les vrais hôtes compétents dans les bars. Jusqu'à maintenant, il y avait trop de faux clubs avec des garçons qui se la jouent cool et qui jouent avec les sentiments amoureux des filles. Pour aider les femmes piégées, ce Japonais a créé une association. Les parents viennent ici chercher des conseils, terrifiés de ne plus avoir de nouvelles de leurs filles, et après avoir tenté de mener l'enquête de leur côté. Ils se rendent à leurs appartements, ils voient que c'est le bordel et que leurs filles ne sont pas rentrées depuis un moment. Ils trouvent des cartes de visite des hommes de compagnie. Puis ils tentent de chercher leurs filles mais ne les trouvent pas. Donc ils viennent me voir. Selon cette association, il faudrait en moyenne 5 ans pour que les victimes se rendent compte de l'engrenage dans lequel elles sont tombées. Aujourd'hui, ce directeur souhaite alerter sur les dangers de ces bars. Il demande une meilleure réglementation. Nous voulons que les bars à hommes de compagnie soient interdits aux filles de moins de 25 ans et qu'ils n'acceptent plus de faire crédit. On resterait ainsi au paiement traditionnel comme dans tous les autres restaurants, immédiat, en liquide ou par carte bancaire. Pour l'heure, même si la police japonaise déclare prendre au sérieux les abus des bars à hommes de compagnie, ainsi que les affaires de prostitution des femmes endettées,
aucune mesure concrète n'a été mise en place. En novembre dernier, le Premier ministre japonais avait pris la parole devant la Chambre des représentants. Les bars à hommes de compagnie qui ne respectent pas la loi contre la prostitution, la loi de la stabilité de l'emploi, ni celle sur le contrôle des plaisirs nocturnes seront sanctionnés. En cas d'infraction, nous allons entrer dans ces établissements de plaisir pour les régulariser. Mais là encore, aucune mesure n'en est sortie. Depuis le mois d'avril, les clubs de ce quartier ne devraient plus faire de crédit aux clientes après un accord de principe passé avec le maire de l'arrondissement. Les associations sont sceptiques. Selon elles, ce simple accord verbal ne suffira pas à protéger les femmes japonaises des dérives du juteux marché de la séduction. Et c'est déjà la fin de cette édition consacrée à la séduction. Restez sur France 24. À très bientôt.